bonjour et bienvenue dans la semaine de l'écho. Après les syndicats, la semaine dernière, Elisabeth Borne a reçu ce lundi les organisations patronales. La Première ministre veut tourner la page des retraites et parler du travail. Hausse des salaires, emploi des seniors, ordonnance Macron, conditionnement des aides publiques aux entreprises. Quels sont les dossiers avancés par chaque camp et avec quels résultats? Éléments de réponse dans un instant. Mieux accompagner les chômeurs et les personnes éloignées du marché du travail, c'est l'objectif affiché du gouvernement. Un projet de loi doit être présenté début juin au Conseil des ministres. Il prévoit la mise en place d'un guichet unique et une réforme du revenu de solidarité active, le RSA. Est-ce une bonne idée? Faut-il conditionner ce revenu à de l'activité? Analyse à suivre. Et alors que l'absentéisme a atteint un nouveau record en France l'an passé, faut-il travailler moins et mieux? L'idée d'une généralisation de la semaine de 4 jours fait son chemin. Pourrait-elle se généraliser? Que faut-il en attendre? Comment redonner du sens au travail? Et pour en parler, je suis entourée de Salomé Saké, journaliste pour le média en ligne Blast, France Info et auteur de Sois jeune et tais-toi, réponse à ceux qui critiquent la jeunesse aux éditions Payot. Éric Heyer, directeur du département analyse et prévision à l'Observatoire français des conjonctures économiques. Guillaume Richard, fondateur et PDG de Wicker, groupe français de services à la personne et membre du comité directeur de l'organisation patronale Croissance Plus. Enfin, Marie-Rachel Jacob, professeure-chercheuse à EM Lyon Business School, nous rejoindra en troisième partie d'émission. Bonjour à tous et à toutes et merci d'avoir accepté notre invitation. Après 4 mois de conflit sur la réforme des retraites et avant une nouvelle journée d'action le 6 juin prochain, syndicats et patronats ont donc repris le chemin de Matignon. Écoutez ces quelques réactions à la sortie. Ouais, c'est clair qu'on ne peut pas discuter retraite avec les syndicats. On a 2 positions qui sont posées. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas fait de négociation. Mais par contre, on est prêt à les rencontrer rapidement pour voir sur quoi on... Encore une fois, hein, c'est comme en entreprise, on n'est pas prêt à négocier sur tout. Ça ne sert à rien de se mettre autour de la table sur des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord. Ça, je vais dire, une perte de temps et d'énergie pour tout le monde. Par contre, il y a d'autres sujets. L'emploi des seniors nous paraît être un sujet. On nous avait vendu du dialogue social, ouvrez, fermez les guillemets. On a assisté à 2 heures de monologue patronal. La seule proposition concrète de la Première ministre, organiser une photo de classe des syndicats avec le professeur Macron avant le 8 juin. La CGT appelle les salariés à la mobilisation générale le 6 juin prochain par des grèves et par des manifestations pour débarquer la réforme des retraites et pour imposer un agenda social de progrès. Éric Heyer, on l'a compris, pas question pour le gouvernement ni pour la principale organisation patronale, le MEDEF, de revenir sur les retraites. Mais pourquoi pas sur l'emploi des seniors? On va voir les chiffres, la France est plutôt mauvais élève européen en la matière. Or, pour reculer l'âge de départ à la retraite à 64 ans, comme le prévoit la réforme, encore faut-il que les 55-64 ans aient un emploi. Que faire pour inciter les entreprises à garder ces seniors en emploi ou en recruter d'ailleurs? Oui, non, c'est ça. Effectivement, augmenter l'âge de départ à la retraite, si c'est pas pour augmenter le taux d'emploi, ça sert pas à grand chose. Ça fait faire des économies certes, mais pas suffisamment pour tout financer. Donc oui, le véritable enjeu, c'est augmenter le taux d'emploi des jeunes et des seniors. Ça, c'est un bilan qui est relativement partagé. Alors, vous voyez, vous avez dit comment faire pour que les entreprises gardent leurs seniors. On peut aussi dire comment faire pour que le salarié senior désire encore travailler, parce que là, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est bien dans les 2 cas de figure. Le patronat comme le salarié, si on se propose et on se met d'accord pour en finir, tout le monde est d'accord. Donc je pense que c'est dans les 2 cas de figure qu'il faut regarder. Il faut essayer de voir comment on peut intéresser le salarié et faire en sorte que lorsqu'il arrive à 55, 58 ans, il ait encore envie de travailler, il soit encore épanoui au travail et qu'il soit encore motivé. Et comment les entreprises aussi peuvent faire d'abord de garder cette motivation dans leurs salariés ou finalement d'arriver à moduler le travail des seniors pour que justement on arrive à les garder. Sinon, effectivement, la réforme des retraites n'aura pas servi à grand-chose. Et est-ce que justement les pistes avancées par le gouvernement comme un index senior, une obligation pour les entreprises de publier des indicateurs relatifs à leur taux d'emploi de salariés seniors ou un CDI senior, qui est une sorte de contrat fin de carrière, exonéré de cotisation et qui permet à l'entreprise de mettre fin au contrat sans aucun frais. Est-ce que ça pourrait être efficace? Oui, c'est des pistes. L'index senior, bon, voilà, c'est juste pour essayer... Name and shame. Oui, voilà. Et donc,
potentiellement, vous voyez, aujourd'hui, il est possible que les salariés, lorsqu'ils décident de venir, et on peut considérer qu'on est dans une période de difficulté de recrutement, tout compte. Et donc, si on voit que l'entreprise a des bonnes pratiques avec ses seniors, peut-être que ça peut faire un petit plus pour l'entreprise, mais allez, ça ne va pas aller au-delà de ça. Moi, ensuite, je pense que l'entrée n'est pas forcément avec l'âge. C'est-à-dire que globalement, c'est trop tard. Lorsque vous essayez de faire des mesures à 55 ans, vous voyez, c'est pas très bon, ça. Il faut s'y prendre avant, en termes de formation. Parce que sinon, vous voyez, oui, sinon ça fait ce qu'on appelle un peu des effets de seuil, c'est-à-dire que voilà, j'ai 53 ans, je suis pas aidé, j'ai 55 ans, je suis aidé. On sait très bien qu'on ne fait que reporter le problème. Ça fait des effets d'aubaine aussi pour l'entreprise parce qu'il y a des salariés à 55 ans, 56 ans qui sont extrêmement productifs. Donc pourquoi aider en plus les entreprises lorsqu'elles les embauchent? Qui n'en ont pas nécessairement besoin. Je pense que l'âge n'est pas la bonne façon d'entrer. C'est plutôt quel type de métier, quel type de qualification, et essayer de faire de la formation tout au long de la vie active pour que on puisse se reconvertir lorsqu'on n'est pas dans des emplois faciles à 55 ou 57. Et donc, ça veut dire des mesures bien plus globales sur les compétences et sur la formation. Alors, les organisations patronales proposent également d'exonérer de cotisations assurance chômage les seniors à partir de 57 ans. Guillaume Richard, quelles mesures ont votre faveur et pourquoi ? Alors, je pense que cette mesure a du sens parce que aujourd'hui, une des problématiques pour l'embauche, en particulier des cadres seniors, c'est l'attente en termes de rémunération, parce qu'aujourd'hui, culturellement, en France, on pense que tout au long de sa carrière, la rémunération doit progresser. Et cette progression de rémunération, elle n'a pas forcément énormément de sens quand on va embaucher une personne qui est senior. Donc, elle aura plus d'expérience, mais est-ce qu'elle aura plus d'expérience ou est-ce qu'elle présentera plus d'atouts qu'un salarié plus jeune pour occuper le même poste? Pas sûr. Et pour autant, l'attente de ce candidat senior, elle sera supérieure en termes de rémunération. Et donc, si on baisse le niveau des cotisations chômage, on arrive à un coût qui est identique entre l'embauche d'une personne un peu plus senior et l'embauche d'une personne un peu plus jeune. Et donc, on peut avoir comme ça, réussir à faire converger l'intérêt des entreprises et l'intérêt des salariés seniors qui vont postuler à un poste parce qu'ils auront la partie des cotisations chômage qui, au lieu d'être versée aux ACDIC, leur reviendra. Et donc, au global, ça sera plus intéressant pour elles et elles accepteront un poste qui, sinon, elles ne prendraient pas. Je vois juste Éric Heyer sourciller, peut-être encore attention aux effets d'aubaine. Voilà, exactement, c'est attention aux effets d'aubaine, c'est des mesures qui ne sont pas financées. Donc, puisque ce n'est pas entièrement financé, même s'il y a un peu de cotisation, globalement, il y a bien quelqu'un qui va devoir le payer. Donc, comment le fait-on? Est-ce que on va encore réduire l'indemnisation chômage de ceux qui sont en grande difficulté? Donc, encore une fois, ce n'est pas l'âge, je pense, c'est plutôt la qualification. Et regarder cela et donc faire, pourquoi pas, des CDI par qualification et essayer d'aider certaines qualifications. Mais l'âge, entre nous, on sait que ça fait beaucoup trop d'effets d'aubaine et d'effets de seuil. Et les jeunes dans tout ça, Salomé Saké, vous montrez notamment dans votre livre que l'accès à l'emploi s'est dégradé depuis la fin des 30 Glorieuses. On va voir les chiffres, les derniers chiffres de l'INSEE. Le taux de chômage des 15-24 ans est de 16,6%, soit plus du double que l'ensemble de la population active. Globalement, leur insertion sur le marché du travail n'est pas simple. Oui, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui d'être jeune et d'accéder à ce marché de l'emploi, notamment après la pandémie. Et pendant la pandémie, ça a été extrêmement compliqué. On a beaucoup parlé de lutte contre le chômage, d'accès à l'emploi, mais accès à quels emplois? Parce que même ceux qui sont en emploi ont souvent accès à des emplois qui sont très précaires, qui sont instables et qui sont mal payés. Et ça, il y a une nette dégradation de ce côté-là. Un chiffre, le taux d'emploi précaire des 15-24 ans est passé de 17,3% en 1982 à 52% en 2020. Donc aujourd'hui, la majorité des emplois qui sont occupés par les jeunes sont des emplois précaires, sont des emplois difficiles, sont des emplois mal rémunérés et des emplois en plus qui sont souvent pas satisfaisants et qui ne vont pas forcément leur permettre de monter dans les entreprises. Donc il y a une grande souffrance, une grande détresse du côté des jeunes de ce côté-là sur la question de l'emploi. Et ça, c'est un problème qui est peu traité politiquement parce qu'on se dit tout le temps il faut leur donner des emplois, mais si c'est pour qu'ils soient des livreurs, Deliveroo, si c'est pour qu'ils soient dans des statuts auto-entrepreneurs ou des emplois qui ne leur permettent pas d'avoir accès à la protection sociale, je pense pas que c'est souhaitable pour les jeunes. Guillaume Richard, j'aimerais vous entendre réagir à cela. Vous diriez que le rapport de force est défavorable aux employés, notamment aux jeunes? Alors, moi, ce n'est pas du tout ce que je constate. Aujourd'hui, la quasi-totalité des entreprises ont des difficultés de recrutement. Donc, le rapport de force s'est inversé. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de facilité
côté salarié, et les entreprises déploient Dans votre secteur, hein, de l'emploi, de l'aide à la personne. Dans tous les secteurs, on déploie des tonnes de mesures pour renforcer notre attractivité et pour apporter un point de contradiction sur ce que je vis. Nous, on propose que des CDI, quasiment que des CDI à l'ensemble de nos salariés, et on a des refus de la part d'un certain nombre, et en particulier des plus jeunes, du CDI, parce qu'ils préfèrent des CDD qui leur permettent d'aller travailler 1 an et demi, 2 ans, puis après de changer d'emploi, de prendre un temps pour eux pour voyager, pour se former, pour faire autre chose. Et donc, le fait de proposer que des CDI chez nous est un frein sur les jeunes, et on est en train de travailler d'ailleurs à proposer des CDD spécifiquement pour des plus jeunes qui ne souhaiteraient que ça, parce qu'aujourd'hui on a des difficultés à recruter par refus du CDI. Éric Heyer, l'accès au CDI, d'un point de vue macroéconomique, est-il toujours le Graal? Qu'est-ce que vous constatez? On a vu ces chiffres, d'ailleurs on peut peut-être les remontrer, hein, cités par Salomé Saquet, ce nombre d'emplois précaires des 15-24 ans qui est passé de 17,3% à 52,6% au cours des dernières années. C'est vrai, alors, mais les deux ont sans doute raison, c'est-à-dire que globalement, si on part de 1980 et qu'on se compare aujourd'hui, effectivement, ça c'est les chiffres, mais en fait, on était monté beaucoup plus haut dans la part de la précarisation, et depuis la crise Covid, en tout cas donc depuis 3 ans, on constate quand même que la part des CDI augmente et la part des CDD courts baisse. Donc il y a bien une légère amélioration. Alors bon, les chiffres restent les chiffres, mais globalement, c'est en train d'un tout petit peu s'inverser. Et ce qui a été dit sur effectivement les jeunes aujourd'hui ne sont pas forcément à la recherche d'un CDI, c'est ce qui ressort des enquêtes. Alors, c'est vrai que dans les données aujourd'hui, bon, on a l'impression, puisque la part des CDI augmente, que quand même les jeunes en acceptent, mais c'est vrai que c'est pas forcément à la recherche, ce qui est un peu curieux, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez accéder à un logement, si vous voulez accéder à un crédit bancaire, il vaut mieux avoir un CDI qu'un CDD. C'est précisément ce que vous dites dans votre livre. Et donc, effectivement, il y a ce... Mais bon, il faut sans doute... Le problème, c'est pourquoi le jeune aujourd'hui recherche plus un CDD qu'un CDI. Il n'y a pas une très grande logique là-dedans, à part à se dire si je démissionne, je n'ai pas le droit à l'allocation chômage et donc du coup, je ne pourrai pas partir pendant 2-3 mois. Je pense qu'il faut vraiment faire des distinctions dans les types de carrières. Moi, les jeunes que j'ai pu rencontrer pendant mon enquête, qui avaient étudié pour faire une profession spécifique, si on leur propose un CDI dans cette profession-là, ils vont l'accepter. Et ils sont même en recherche de ce CDI-là, puisque vous l'avez souligné. Avoir un CDI, c'est aussi l'accès à l'autonomie. C'est l'accès, avant tout, au logement, l'accès à un prêt, l'accès à beaucoup de choses dans notre société auxquelles on ne peut pas avoir accès si on n'a pas ce fameux Graal, ce CDI. Et le cas des CDD, effectivement, il y a des jeunes qui ne veulent plus s'engager longuement dans des emplois qui seraient insatisfaisants, qui ne répondraient pas à leurs attentes et qui ne répondraient pas à leurs aspirations de carrière. Mais c'est ça aussi vraiment le nœud du problème. Et il y a une dimension de classe quand même que je voudrais souligner, c'est qu'on ne se permet pas de refuser un CDI quand on a des difficultés pour se loger ou pour se nourrir. Évidemment. Et donc ce choix qui effectivement existe... C'est pour ceux qui ont le luxe de pouvoir se permettre. Exactement, c'est pas tous les jeunes. On va en reparler, mais Salomé Saquet, je voulais simplement parler du gouvernement qui veut développer l'apprentissage et qui mise sur un contrat engagement jeune pour insérer ceux qui ne sont ni étudiants, ni en formation, ni en emploi. Alors le principe, c'est qu'un conseiller référent doit trouver de 15 à 20 heures d'activité par semaine et le jeune doit suivre le parcours à la lettre s'il veut toucher une allocation de 520 € maximum. Est-ce que c'est suffisant, selon vous, pour aider ces jeunes à décrocher un CDD, voire un CDI ? En fait, ça s'inscrit dans la logique de la politique de la jeunesse, enfin à destination de la jeunesse d'Emmanuel Macron depuis le début. Ça remplace les emplois jeunes. Hein. Voilà, notamment avec le plan Un jeune, une solution, où on est toujours dans cette idée d'aider les entreprises, puisque c'est les entreprises qui vont avant tout bénéficier de ces travailleurs pas chers. À la fin, l'idée, c'est de faire en sorte que les jeunes s'insèrent efficacement, ce qui déjà pour l'instant n'est pas forcément observé. Et ensuite, 520 €. 520 €, ce n'est pas suffisant pour vivre. Et ça, on le retrouve aussi dans le service civique, par exemple, qui a été déployé sous le dernier quinquennat et qui a permis à de nombreux jeunes, effectivement, de faire du travail associatif, mais qui n'est pas assez rémunéré. Donc ça permet de précariser aussi les jeunes. Et encore une fois, ça conditionne des aides sociales de base, puisque je rappelle que le RSA n'est pas accessible aux jeunes de moins de 25 ans. Donc là, par exemple, cet apprentissage, ça peut être tout simplement une manière de survivre, puisqu'on n'a pas d'autre choix. Et ça permet je dis bien de survivre, parce qu'avec 520 €, on ne peut pas vivre décemment. On est d'ailleurs sous le seuil de pauvreté
en France. Et ça condamne les jeunes, pour moi, à vivre avec ces revenus qui ne sont pas du tout suffisants et qui sont la majeure partie de ce qui leur sont proposés, parce que là, on parle de l'apprentissage, on pourrait effectivement aussi parler du stage, on pourrait aussi parler du service civique. Il y a plein de statuts qui font que ça maintient les jeunes dans une grande précarité. Et je rappelle que les jeunes en France sont les premiers précaires. 38% des jeunes sont précaires aujourd'hui, n'arrivent pas à boucler leur fin de mois et ils ont des difficultés à accéder à des choses aussi élémentaires que l'habillement, le logement, la nourriture. Et ce type de mesure, pour moi, perpétue cette précarité. Guillaume Richard, une réaction? De quoi sortir l'apprentissage, le contrat d'engagement jeune, de quoi sortir les jeunes de la précarité? Ou est-ce un cadeau aux entreprises qui bénéficient ainsi d'une main-d'œuvre peu coûteuse? Je pense que toutes les généralisations n'ont pas de sens. Dire l'ensemble des jeunes sont précaires, l'ensemble des machins, etc., oui, ça n'a pas de sens. Non, c'est pas vrai. C'est pas l'ensemble des jeunes. La plupart des jeunes entre 15 et 24 ans, déjà, ils habitent, s'ils n'ont pas un emploi, habitent chez leurs parents. Et donc, c'est un complément. Et derrière, est-ce que c'est l'intérêt de l'entreprise de multiplier les personnes en apprentissage plutôt que d'avoir une personne en emploi à temps plein normal? Dans beaucoup de métiers, c'est plus intéressant d'avoir des salariés à temps plein qui sont formés, qui sont diplômés et qui sont à temps plein dans l'entreprise. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une personne qui est en apprentissage, elle est en général un tiers du temps hors de l'entreprise. Donc en fait, certes, elle coûte moins cher, mais pour 2 tiers du temps, sachant qu'elle est en formation, donc elle n'est pas encore apte à occuper l'ensemble des postes et à remplir l'ensemble des missions. Donc la réalité, c'est que très souvent, un apprenti, ça coûte plus cher à l'entreprise. Parce que pour le temps qui est effectivement travaillé dans l'entreprise et pour les tâches qui sont réalisées, ça coûte plus cher et l'entreprise le fait. Pourquoi? Parce que derrière, c'est un moyen d'embaucher ensuite des collaborateurs qui sont formés. Et donc, c'est au lieu d'avoir un coût que vous avez à l'embauche pour payer un cabinet de recrutement qui va vous aider à procéder au recrutement, eh ben vous allez prendre un apprenti et cet apprenti va vous coûter de l'argent. Parce que ça coûte de l'argent en général aux entreprises, mais à l'issue de son apprentissage, vous pouvez l'embaucher et là, il est parfaitement formé et il sera à temps plein dans votre entreprise plutôt que d'être une partie du temps dans sa formation. Éric Heyer, l'apprentissage coûte-t-il plus cher aux entreprises? Alors, ça dépend. Vous voyez, le boom de l'apprentissage, on est passé à peu près de 350 000 apprentis à quasiment 900 000 et il y a l'ambition d'être à 1 million. Alors, il faut faire attention. Le boom de l'apprentissage, dans les chiffres, c'est des bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5. Ce n'est pas du tout au niveau du CAP ou au niveau du bac. Donc, vous voyez, et vous avez une prime. Vous aviez une prime exceptionnelle de 8 000 € annuelle, maintenant qui est passée à 6 000 €. Donc, on peut considérer que lorsque vous avez de la main-d'œuvre qualifiée, tout de même, quand vous avez un bac plus 4, bac plus 5, certes, il reste un petit coût pour l'entreprise, mais vous avez quand même une main-d'œuvre relativement qualifiée. Bien sûr, il faut apprendre, bien sûr, il n'est pas complètement, encore complètement opérationnel, mais ce n'est pas la même chose. Vous voyez, si vous vous mettez au niveau du bac ou du CAP, là, ce n'est pas la même histoire, effectivement. Et là, on peut considérer que le coût est un peu plus important pour l'entreprise. Donc là aussi, et là, je serais assez d'accord, le jeune, ça ne veut rien dire. Vous avez un jeune qualifié et un jeune non qualifié. Je pense que ces mesures-là sont quand même, normalement, devraient être ciblées sur les jeunes non qualifiés qui sont très éloignés du marché du travail. Et là, bien sûr qu'il faut aider les entreprises à les aider ou faire des emplois aidés, pourquoi pas dans la fonction publique. Hein. Si vous dites que ce n'est pas le rôle de l'entreprise à former ces jeunes-là, mais je pense qu'il faut le développer, mais le cibler vraiment sur les catégories qui sont très éloignées du marché du travail. Alors, les syndicats, par ailleurs, souhaitent également revenir sur le durcissement des règles de l'assurance chômage, puisqu'il faut désormais travailler 6 mois au lieu de 4 pour prétendre à des indemnités. S'il est bien évidemment trop tôt pour dresser un bilan de cette réforme, que disent les études académiques? Quels effets le durcissement ou la dégressivité de l'assurance chômage ont-ils sur l'emploi? Alors, sur la dégressivité, ça a vraiment été étudié. Alors, encore une fois, l'économie n'est pas une science exacte, donc il faut pas, c'est pas parce que ça a été montré dans beaucoup d'études académiques que c'est la vérité absolue, mais globalement, quand toutes les études convergent, on peut considérer quand même qu'on a de l'intuition. Et l'intuition, en termes de dégressivité, c'est que c'est absolument pas une bonne façon de faire si on veut intégrer un peu plus et inciter les jeunes. Alors, j'essaie de l'expliquer en 2 minutes. C'est globalement, lorsque vous mettez la dégressivité, oui, on se rend compte que la personne, lorsqu'elle arrive au seuil, et donc elle va perdre un peu d'indemnisation chômage, elle est plus apte à retourner sur le marché du travail. Donc c'est ce qu'on veut faire, donc on peut dire que ça marche. Mais attention, il y a 2 effets pervers. Le premier, c'est que, en gros, globalement, elle élargit le champ des possibles et donc elle va prendre un emploi qui n'est pas au niveau de sa qualification. Donc elle a révisé son ambition. À la baisse.
Et donc, les études indiquent qu'elle arrive dans ce nouvel emploi un peu démotivée en disant « c'est pas exactement ça que je voulais faire, mais bon, je perdais trop d'argent ». Donc, l'employeur n'est pas très satisfait parce qu'il s'attendait à beaucoup mieux et le salarié, finalement, n'est pas très motivé. Et d'un point de vue macroéconomique, c'est montré qu'en gros, la personne qui a choisi cet emploi-là et qui a baissé ses ambitions a pris la place d'un chômeur qui était pile dans la qualification. Et donc, d'un point de vue du chômage, ça ne fait pas baisser le chômage. Ça fait que des mécontents. Alors, ça fait que des mécontents. Si, celui qui est content, c'est l'assurance chômage. Pourquoi ? Parce que vous gardez un chômeur qui vous coûte moins cher que le chômeur qui est parti parce qu'il était plus qualifié avec une indemnisation plus élevée. Donc, ça vous fait faire des économies. Mais les études indiquent que c'est pas comme cela qu'on le fait. Ensuite, il vaut mieux jouer sur la durée, d'accord, que sur la dégressivité. Et après, il faut jouer sur le montant. Est-ce que le montant est suffisamment élevé ou trop élevé ? Ça, c'est des montants, en tout cas, c'est des indicateurs qui sont un peu plus pertinents que la dégressivité. Salomé Saquet, le durcissement de ces règles pénalise-t-il ceux qui enchaînent des contrats courts, des jeunes, par exemple ? Bah oui, complètement. Et ça rejoint la précédente réforme de l'assurance chômage qui a notamment réduit, vous parlez du temps. Le temps, avant, il fallait travailler 4 mois pour avoir droit au chômage. Après, il a fallu avoir droit à 6 mois. Enfin, il fallait avoir travaillé 6 mois pour avoir droit aux allocations chômage. Et ça a eu un effet très concret sur les jeunes, en tout cas ceux que moi j'ai pu rencontrer dans le cadre de cette enquête, où j'ai rencontré quand même une centaine de jeunes, notamment les saisonniers, pour qui ça a eu beaucoup de conséquences et pour eux, ça a même réduit l'accès à l'emploi parce qu'ils se sont dit que ça valait plus le coup finalement de travailler. On rappelle, c'est des emplois qui sont extrêmement prenants, éreintants, qui sont sur des durées courtes mais qui seraient intenables sur l'année entière. Et il y a beaucoup de jeunes qui se sont dit mais puisque de toute façon j'ai même pas le droit à cette allocation chômage après, je vais même pas y aller. Donc ça a eu après pour conséquence aussi, on a vu ces reportages où il y avait des restaurants, des restaurateurs qui étaient complètement démunis parce qu'ils trouvaient pas justement ces jeunes, cette main d'œuvre pour l'été. Donc je pense que de manière générale, durcir ces conditions d'accès au chômage, ça n'encourage pas, vous l'avez très bien souligné, ça n'encourage pas le travail forcément, et ça crée aussi beaucoup de mécontentement, d'insatisfaction, de frustration et à la fin de souffrance aussi au travail, puisqu'on va devoir faire un travail qui ne nous convient pas, qui ne nous plaît pas, tout simplement pour survivre. Alors, autre demande des syndicats, que les aides publiques aux entreprises soient conditionnées à certaines obligations, comme celle d'avoir des grilles de salaire au-dessus du SMIC. Guillaume Richard, qu'en dites-vous ? Alors, pourquoi est-ce qu'on a aujourd'hui des grilles de salaire qui parfois sont en dessous du SMIC ? C'est parce que sur les 3 dernières années, le SMIC a très très fortement évolué. En 2011, le SMIC il était à peu près à 9 € de l'heure. Il est passé à 10 € de l'heure en 2021. Donc, parce qu'il y a eu de l'inflation également sur cette période. Donc, en 10 ans, le SMIC avait augmenté d'un peu plus de 10%. Et là, sur les 3 dernières années, le SMIC il est passé de 10 € à 11,50 €. C'est-à-dire qu'il a augmenté de plus de 15% en 3 ans, avec parfois jusqu'à 3 augmentations du SMIC dans la même année. C'était le cas l'année dernière. Et donc, quand les syndicats de salariés et les syndicats d'employeurs se réunissent l'année d'avant pour évaluer l'augmentation des salaires, ils ne s'attendent pas forcément à ce qu'il y ait 3 augmentations du SMIC dans l'année. Et donc, mathématiquement, c'est ça qui explique qu'il y ait certaines grilles qui se retrouvent sous le SMIC. Maintenant, est-ce que les secteurs qui se retrouvent dans cette situation-là sont les secteurs sur lesquels il y a des marges de manœuvre et des entreprises qui ont largement les moyens de payer plus? Très souvent, le problème, c'est qu'elles n'ont pas les moyens. C'est pour ça, d'ailleurs, que les grilles sont assez basses. C'est qu'elles sont confrontées à une compétition internationale. Qu'en plus, en ce moment, je le rappelle, les entreprises doivent rembourser le PGE, parce que ce qui a été mis en place pendant la période du Covid, le PGE... Le PGE, le prêt... Prêt garanti par l'État. Et la première lettre, c'est pendant le Covid. Donc un prêt, ça se rembourse. Et les remboursements, c'est en ce moment. Donc les entreprises doivent faire face à ces remboursements, doivent faire face à l'inflation et l'augmentation des prix de l'énergie, doivent faire face aux augmentations successives du SMIC, je vous l'ai dit, 15% sur les 3 dernières années. Et donc c'est compliqué très souvent, et en plus faire face à une concurrence internationale et aux risques liés guerre en Ukraine, etc. Donc si elles n'ont pas les moyens aujourd'hui d'augmenter les rémunérations, ce qui n'est pas le cas dans toutes les branches. Là, on parle de certaines branches, certains secteurs qui sont en difficulté. Se dire, ces secteurs sont en difficulté, en plus on va leur enlever les aides parce qu'ils sont en dessous, parce qu'ils ont un minimum de grille qui est en dessous du SMIC, ça n'a pas de sens. Éric Heyer. Sachant qu'une grille qui est en dessous du SMIC, ça ne veut pas dire qu'il y a un seul salarié qui est payé en dessous du SMIC. Ça veut dire qu'il faudra attendre de passer le niveau 2, 3, 4 ou 5 pour que la rémunération décroche
du SMIC. Éric Heyer, faut-il demander des contreparties aux entreprises et si oui, lesquelles? C'est compliqué de demander des contreparties parce que, comme ça a été dit, enfin, c'est pareil, on a parlé des jeunes, ça ne veut rien dire les jeunes, mais les entreprises aussi. Il y a des entreprises qui se portent bien, des entreprises qui sont dans des difficultés de recrutement un peu plus importantes. Donc, il faut aussi avoir un peu confiance auprès de nos chefs d'entreprise. Et donc, il y a des aides qui servent à augmenter l'emploi, des aides. Cette même aide dans une autre entreprise, c'est pour augmenter les salaires ou c'est pour investir un peu plus. Donc, effectivement, c'est compliqué de dire ces aides, c'est forcément conditionné avec une augmentation de salaire. Là, c'était pas exactement la même chose. C'est de dire quand les grilles dans certaines branches sont en dessous du SMIC, ça coûte très cher aux finances publiques parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont finalement au niveau du SMIC et qui bénéficient puisque les aides sont dégressives par rapport au SMIC. Donc ça fait des surcoûts pour les finances publiques considérables. Et donc de se dire, bon voilà, si vous voulez bénéficier de ces aides qui sont dégressives en fonction du SMIC, il faut que vos grilles soient indexées sur le SMIC. Et donc ça paraît un peu normal de demander ça aux branches et de recalculer les aides en fonction finalement du vrai salaire et pas des grilles qui sont en dessous du SMIC. Allez, on en vient tout de suite à notre deuxième partie. France Travail doit remplacer Pôle emploi. L'idée, c'est de regrouper sous la même bannière tous les organismes d'aide à l'insertion, à la formation, à la recherche d'un poste pour mieux accompagner les chômeurs et les personnes éloignées du marché du travail. Le gouvernement veut également conditionner le versement du RSA à la réalisation de 15 à 20 heures d'activité. Est-ce efficace, Éric Heyer, pour réinsérer les plus éloignés de l'emploi ? Il y a deux idées. L'idée de tout regrouper dans un guichet unique et faciliter le parcours du chômeur. Comme on avait fait il y a 20 ans lors de la création de Pôle emploi. Oui, mais de continuer à augmenter un peu et de simplifier. Bon, je pense que ça peut jamais être mauvais si on arrive à simplifier. Et ça, on verra au bout du compte si on a bien simplifié le parcours du chômeur. Ensuite, conditionner à de l'activité, ça, il va falloir regarder qu'est-ce qu'on appelle activité. Encore une fois, si il y a de la formation. Alors voilà, donc si c'est de la formation, si c'est de l'accompagnement, pourquoi pas. Vous voyez, effectivement, plus on est éloigné du marché du travail, plus il va falloir des dépenses active, c'est-à-dire, vous voyez, vous avez deux types de dépenses. La dépense passive, c'est vous donner une allocation, et la dépense active, c'est je forme la personne. Bien sûr que ce qui manque en France, c'est le côté actif. On fait du passif, on aide, d'accord, financièrement, peut-être pas assez, mais en tout cas, il y a des aides. Mais en termes, et quand on se compare au niveau international, c'est du côté actif où on est extrêmement bas, on laisse les personnes un peu seules. Donc là, il va falloir vraiment améliorer là-dessus, et donc ça veut dire mettre un peu des moyens entre nous. Si c'est pour donner un emploi, et en conditionner un emploi, alors là non, parce qu'un emploi, c'est un salaire, d'accord. Et donc si on arrive à trouver 15 ou 20 heures d'emploi, alors il faut plus appeler ça une allocation ou un RSA, il faut appeler ça un salaire et qu'on le paye au niveau du salaire minimum, quitte à pourquoi pas mettre une baisse de cotisation pour l'entreprise qu'il fait. Mais il va falloir que la personne sache qu'elle touche un salaire et pas une allocation. Oui, c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'on parle de conditionnement quand même très rapidement pour des personnes qui touchent des aides, des minima sociaux. Par contre, on a beaucoup moins de conditions pour les entreprises. Et donc pourquoi est-ce qu'il faudrait forcer des gens à aller... Alors là, vous parliez effectivement, si c'était des emplois déguisés, ce serait une catastrophe, mais même la formation, est-ce que ça va vraiment être efficace de forcer des gens à aller potentiellement travailler et puis à aller se former à peut-être des emplois qui ne leur conviennent pas? Et puis bien sûr, il y a cette question de qu'est-ce qui se passe si les gens refusent? Qu'est-ce qui va être mis en place? Est-ce qu'on retire le RSA, qui est un minimum, encore une fois, un minimum l'idée est de le suspendre. Social, de le suspendre. Ouais. Ça veut dire que je rappelle qu'il y a quand même 300 000 SDF en France, des personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Est-ce qu'on va rajouter de la précarité extrême? Encore une fois, généralement, quand on touche le RSA, on est déjà sous le seuil de pauvreté. En enlevant les dernières centaines d'euros qui restent à ces gens-là, je ne suis pas persuadée que ce soit vraiment la priorité politique aujourd'hui. Guillaume Richard, que faut-il attendre de ce RSA sous condition? Alors, deux choses. La fusion Pôle emploi-RSA, c'est extrêmement intéressant, extrêmement important parce que ça va permettre de simplifier et notamment ça va permettre à toutes les personnes qui sont en situation précaire de bénéficier du RSA. Aujourd'hui, il y a un tiers des personnes qui pourraient bénéficier du RSA qui n'en font pas la demande parce qu'elles ne savent pas qu'elles ont accès. Et pareil pour les primes d'activité ou les primes emploi. Donc ça, c'est, je trouve, extrêmement positif. Et la simplification est quelque chose d'extrêmement positif. Pour le conditionnement du RSA, je suis complètement d'accord avec Éric Heyer. L'intérêt, ça serait de permettre l'accès à des formations. Et aujourd'hui, il y a des dispositifs, et notamment tout ce qui est formation en ligne, qui permettent à tout le monde de se former et de se former sur plein de sujets différents. Par exemple, le permis de conduire.
les langues, l'informatique, etc., etc. Et donc, il y a plein de sujets sur lesquels on peut se former en ligne et à distance. On n'est plus obligé, comme dans les années 30, de se former obligatoirement en présentiel. La période Covid a démontré, mais c'était déjà le cas avant, qu'on peut faire des formations extraordinaires en distanciel. On peut même faire des formations extraordinaires aujourd'hui avec des casques de réalité virtuelle. On peut apprendre des métiers manuels avec des casques de réalité virtuelle. Et là, je vous conseille d'aller voir ce que peut faire, par exemple, un institut comme Raphaël Perrier sur la formation à la coiffure, où avec un casque de réalité virtuelle, vous apprenez à coiffer. Donc, il y a plein de métiers qui peuvent aujourd'hui s'apprendre, même des métiers manuels qui peuvent s'apprendre en distanciel. Et donc, se dire qu'on a accès, on offre un accès immédiatement à de la formation pour toute personne qui aurait ça ou pour toute personne qui est au chômage. Aujourd'hui, avec le distanciel, c'est extrêmement simple. Et en plus, ça peut se continuer quand la personne rentre en emploi. Si elle n'a pas encore fini, si elle n'a pas encore été jusqu'au diplôme, comme c'est en distanciel, elle peut faire ça en temps de travail et continuer et obtenir son diplôme. Donc, il y a des opportunités qui sont ouvertes aujourd'hui qui n'existaient pas il y a 10 ans, qui n'existaient pas il y a 15 ans et qui maintenant sont possibles, notamment grâce à la formation à distance. Alors, il y a une autre conséquence, on va dire, de la crise Covid, c'est l'absentéisme. Près d'un salarié sur deux s'est arrêté au moins une fois en 2022. Ils étaient 1 sur 3 en 2021. Depuis la crise sanitaire, le nombre de jours d'absence a augmenté de 41%. Marie-Rachel Jacob, cet absentéisme croissant post-Covid, ça vous étonne ? Alors, c'est un problème qui existait déjà depuis 2016, donc un fort absentéisme maladie sur donc les personnes qui travaillent, qui sont en emploi, et en particulier un absentéisme chez les jeunes, dont on a parlé, du fait de conditions précaires, les femmes et les cadres. Donc, ce qui se passe avec la crise Covid, c'est que, on se rappelle tous effectivement le choc de l'ampleur de cette incompréhension, ces confinements, donc des troubles psychologiques effectivement qui se créent du fait de la crise Covid et cumulés, si vous voulez, avec une situation de travail déjà tendue. Effectivement, en post-Covid, on a des effets importants, notamment un motif d'arrêt pour troubles psychologiques qui augmente fortement et qui dépasse ce que vous disiez, effectivement, les troubles musculo-squelettiques dans les motifs d'arrêt. Alors, personnellement, moi, ce qui m'inquiète plus, effectivement, ça va être là où on va trouver une forte croissance, une forte augmentation de cet absentéisme. Notamment, on parlait d'âge, mais finalement, l'augmentation la plus forte entre 2021 et 2022, c'est pour les personnes de 40 à 49 ans. Et ça, on peut le comprendre puisque ce sont des personnes qui ont, pour certaines, à la fois une charge d'enfant encore à s'occuper et aussi des parents qui sont soit en situation de fragilité, soit qui en dépendance. Donc effectivement, vous voyez des facteurs qui vont se cumuler pour expliquer aussi une aggravation de l'absentéisme pour certaines catégories de la population. Je voudrais, Guillaume Richard, on vient de l'entendre, parmi les raisons des arrêts de travail, l'épuisement psychologique est passé devant les troubles musculo-squelettiques. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez au sein de votre entreprise ? Alors, c'est quelque chose que je constate pour les fonctions administratives et sièges et celles qui sont essentiellement celles qui pratiquent en fait du télétravail. Et moi, je vois aussi là un des impacts du télétravail. C'est-à-dire qu'on a oublié que le travail est avant tout, dans l'entreprise, quelque chose de collectif et que le lien social qu'on crée avec ses collègues, que le fait d'aller voir du monde, que ces petites pauses informelles qui font que votre journée de travail, elle est plus sympa, que vous avez le sourire, que vous avez la blague que vous partagez avec vos collègues. Quand vous êtes seul chez vous devant votre ordinateur, vous ne l'avez pas, ça. Guillaume Richard, selon une enquête de l'IFOP et de la Fondation Jean Jaurès, les critères avancés pour ne pas accepter un emploi sont un salaire trop bas, un lieu de travail trop éloigné, mais aussi l'inutilité de ce travail pour la société. C'est particulièrement important chez les 25-49 ans et les professions intermédiaires. Est-ce que cela aussi, c'est une chose que vous constatez ? Alors oui, mais nous, on est sur des métiers qui sont fondamentalement utiles. Et d'ailleurs, pendant l'aide à la personne. Pendant la période Covid, nos métiers, nos auxiliaires de vie, elles ont continué parce que les personnes âgées avaient besoin qu'on soit là pour elles, parce que les personnes en situation de handicap avaient besoin qu'on soit là. Nous, on a continué à travailler de façon normale, presque normale, dire, parce qu'en fait, on doit continuer à travailler. Donc, l'utilité, le sens de nos métiers, il est là.
il est là, et donc il n'y a pas de problématique de sens dans nos métiers. Alors il y a d'autres métiers, c'est pas forcément le cas. C'est pour ça, la généralisation, elle est souvent très compliquée. C'est comme quand on parle du chômage. Il n'y a pas un chômage, il faudrait parler des chômages. Le chômage des jeunes, et c'est pas la même chose que le chômage des vieux. Des seniors, le chômage à Paris, c'est pas la même chose que le chômage en province. Le chômage pour les personnes diplômées, c'est pas la etc. Donc, on l'a bien compris. Pardon, je vous coupe, il nous reste très peu de temps. Salomé Saké, cette quête de sens, vous l'avez précisément relevée parmi les jeunes que vous avez interviewés, en tout cas pour ceux qui ont le luxe de pouvoir choisir. Comment l'expliquer ? Oui, déjà, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit sur les questions de santé mentale. Aujourd'hui, les jeunes, alors je rejoins totalement ce qui a été dit, il n'y a pas une jeunesse, mais des jeunesses, bien évidemment, c'est la première chose que nous disent les sociologues. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même des tendances, et il y a une tendance à l'augmentation du pessimisme chez les jeunes et des troubles de santé mentale. Il y a une enquête de Santé publique France qui est parue en février dernier qui nous montre qu'un jeune sur 5 en France présente des troubles dépressifs. C'est absolument inédit. Donc il y a un mal-être qui a été accentué avec la pandémie, qui ne s'est pas arrêté post-Covid, au contraire, qui a continué à augmenter. C'est vraiment très préoccupant, c'est une augmentation historique. Et effectivement, ça suscite aussi des interrogations, des quêtes de sens. On se demande ce qu'on va faire de sa vie et on constate effectivement... Alors, encore une fois, à nuancer, parce que c'est vraiment pas tous les jeunes, mais il y a chez beaucoup de jeunes une volonté de trouver des métiers utiles, des métiers qui ont du sens, des métiers qui sont aussi éthiques. Il y a une étude de l'INJEP qui est parue récemment qui nous montre que 65% des jeunes se disent prêts à renoncer à postuler dans une entreprise qui ne prend pas assez en compte l'environnement, ou encore que 59% des jeunes considèrent que le fait d'être utile à la société, c'est important. Alors, c'est là où peut-être parfois on a une rupture générationnelle dans certains cas, et encore parce que ça, justement, ça s'étend aussi au reste de la société. Mais il y a des jeunes qui, en plus d'avoir des exigences minimales de salaire, de conditions de travail, ont aussi des exigences d'utilité à la société. Pour en revenir au taux d'absentéisme, Marie-Rachel Jacob, il devrait rester plus élevé qu'avant le Covid cette année. Vous diriez que le rapport au travail a changé, on vient d'en parler. Est-ce que ce sont les méthodes de management qu'il faut changer profondément ? Alors, oui, vous avez tout à fait raison. D'après le baromètre Malakoff Humanis qui mesure justement depuis 2016 l'évolution de l'absentéisme maladie, donc les salariés interrogés en fait déclarent que ce sont bien les méthodes de management, les pratiques de management qui sont en cause dans les arrêts maladie pour troubles psychologiques. Et le problème, si vous voulez, c'est que quand on interroge les dirigeants sur leur perception, eux, ils vont plutôt attribuer les causes des arrêts à un contexte personnel et familial compliqué du salarié. Bon, après, les employeurs n'ont pas accès au motif, c'est privé, c'est que l'assurance maladie qui le voit. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a un petit décalage, effectivement, dans la prise de conscience de à quoi sont dus les arrêts maladie et l'absentéisme maladie. Mais en revanche, les salariés, effectivement, sont bien au fait de cette souffrance qui est liée aux pratiques de management. Et dans les problèmes soulevés, effectivement, vous retrouvez le manque de confiance, le manque de reconnaissance, trop de contrôle et parfois aussi une attitude humiliante de la part du manager. Et donc, le principe clé, ça va être de pouvoir faire évoluer l'organisation du travail pour pouvoir trouver justement des pratiques de management qui permettent de préserver la santé, en particulier la santé mentale des salariés. Mais écoutez, ce sera le mot de la fin. Nous n'aurons pas le temps de parler de la semaine de 4 jours. Ça fera l'objet d'une prochaine émission. En tout cas, merci à tous les 4 d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.